Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Grenoble. G-Sport vous donne chaque lundi des nouvelles de vos équipes, de vos athlètes et découvre des histoires qui se cachent derrière des maillots ou des dossards. Par exemple, notre invité peut vous parler de sa gymnastique cérébrale qui accompagne sa carrière depuis quelques mois, l'ascenseur émotionnel en bas, en haut, en bas et ça ne peut que grimper. Championne d'Europe d'escalade de vitesse en 2015, 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde de vitesse, Anouk Jobert, bienvenue. Bonjour. Bon, ici, c'est toujours tout en haut. Nous, on a le moral, on est au top. Ça va ? C'est ce qu'il faut. Oui, ça va bien, merci. Bon, ben, on est très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Qualifiés pour les JO de Tokyo, qui n'ont pas eu lieu. Entre-temps, une opération vous laisse en bas. Et c'est l'heure de remonter, bien évidemment. Une escorte, 3 étoiles. Pierre Arnaud, président de l'OMS, l'Office municipal des sports de Grenoble. Bienvenue, Pierre. Bonsoir. Athlète aussi. Il y a longtemps, mais athlète. Athlète un jour. Athlète toujours. Et Philippe Giroux, vous êtes le responsable du haut niveau à l'UGA, à l'université Grenoble-Alpes. Et vous veillez sur les athlètes comme Anouk. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonsoir. Et vous nous direz dans un instant comment ça se passe en ce moment d'ailleurs. Mais d'abord, on épluche l'actualité sportive. Et à la une, le foot, pas de victoire, pas de défaite, pas de but, mais une satisfaction, celle d'avoir tenu tête au leader de Ligue 2, le Paris FC, redoutable en défense, les Grenoblois ont résisté, pas de succès devant les cages, mais toutes les équipes ne pourront pas prendre un point contre le PFC. Donc, Grenoble est deuxième de Ligue 2 et rien que ça, c'est déjà une belle satisfaction. Écoutez. Je pense que c'est un bon point pris. C'était un match compliqué, pas facile. On s'attendait de toute façon à ce genre de match, on s'était préparé vraiment dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas été surpris. Ils sont vraiment à la hauteur du coup de leur première place et on ne peut pas parler de 2 points perdus, mais surtout d'un bon point pris. Et d'avoir pas perdu aussi à la maison. C'est vrai qu'on est vraiment dans cette sphère-là, ça nous réussit bien le Stade des Alpes, donc on tient le coup, on maintient vraiment ce cap-là, donc c'est une bonne chose. On aurait aimé un match de haut de tableau avec un petit peu plus de buts et d'envolées, certainement, ça c'est clair, mais je pense que Paris FC est arrivé aussi assez méfiant par rapport à notre parcours à domicile. Après, sur l'ensemble du match, franchement, aujourd'hui, on ne peut pas espérer mieux que 0-0. Pour moi, à titre personnel, c'est un point qu'on aurait aimé faire fructifier, mais voilà, c'était très très difficile aujourd'hui. Voilà, c'est notre match le plus difficile de l'année. On s'est créé très peu d'occasions, on a eu du mal à faire les quelques envolées qu'on peut faire parfois en match. Donc il ne faut pas être plus royaliste que le roi et on se contentera de ce point. Et qu'est-ce qui nous régale cette saison? Les footballeurs grenoblois, 7 victoires, 3 défaites et un nul et un match en retard. Encore, donc ça sent très bon et comme on ne s'emballe jamais, on va faire calmement le point à la poterne. Mais qu'est-ce qui donc fait bondir le GF38? C'est un reportage de Lilian Veillé. Entraînement ou match, on voit peu la différence, car c'est dans un stade des Alpes vide que les Grenoblois s'entraînent et jouent les week-ends. Mais s'il n'y avait pas la pandémie, on peut facilement imaginer que le stade serait plein comme jamais, avec ce début de saison en fanfare, 7 victoires en 10 matchs et 5 succès à la maison en autant de rencontres. On voit difficilement ce qui peut arrêter le GF38 cette année. Je suis forcément très heureux de la situation aujourd'hui du GF38, de notre classement, de notre début de saison sur les 10 premiers matchs. Aussi dans la victoire, tu es plongé directement encore plus que dans la défaite. Tu te demandes comment tu vas faire pour gagner le match suivant. Comment garder les gens sous pression, comment garder cette notion de performance, que ce soit l'entraînement en compétition. En compétition, en tout cas, les Grenoblois jouent bien plus vers l'avant avec une armada offensive qui fait plaisir à regarder et des buts qu'on veut voir et revoir. C'est toujours important pour quand on est attaquant d'être décisif, c'est important et ça nous met en confiance et voilà, si ça a marché sur ce match-là, bah, c'est tant mieux, faut s'appuyer sur ça et donner en tout cas le maximum pour l'équipe. Et le recrutement a aussi fait la différence. Le club a un banc bien plus intéressant et il a surtout retrouvé une âme avec les retours d'anciens Grenoblois comme Yorick Ravet et Manu Pérez. Et on sent transpirer la bonne humeur dans ce vestiaire. Si vous rentrez dans le vestiaire, vous verrez que voilà, nous, on se prend pas la tête, on reste humble entre guillemets et puis voilà, on essaie d'avancer tous ensemble. Et aujourd'hui, on a un bon groupe, on est une équipe. On est solidaires entre nous et on tire tous dans le même sens et pour moi c'est important aujourd'hui. La saison est encore longue, mais les Bleus et Blancs ont déjà prouvé qu'ils savaient se relever après un coup dur comme la Covid et qu'ils étaient présents dans les grands rendez-vous. Alors on voit mal ce qui pourrait les empêcher de gagner les sommets cette année.
Et les Grenoblois enchaînent 2 déplacements. Châteauroux, 15e de Ligue 2, c'est demain mardi. Et ça s'annonce un peu plus corsé à Caen, 4e, samedi prochain. Et c'est bien ça, non? Ça fait Très bonne plaisir. nouvelle. Non, c'est bien. Super locomotive, le Ouais, GF, cette belle année. locomotive et visiblement un bel état d'esprit, donc ça va le faire. Il n'y a plus qu'à retrouver les petits maintenant, Absolument. les petits licenciés à l'entraînement. Alors le FCG aussi prend un point, un seul, ce week-end. Et ce point, c'est celui du bonus défensif. Et c'est une déception, car la victoire était à portée de main. Les Grenoblois ont perdu 14-12 à Carcassonne, après pourtant avoir été dominateur contre cette équipe de bas du classement. Le FCG est 10e, à 8 points du top 6. Voilà, on fait la grimace, on sait par contre que c'est... Comment dire? Il faut rester plutôt indulgent. On attend désormais un petit sursaut, mais c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'il faut rester indulgent avec une équipe qui a été contrainte plusieurs fois de rester à la maison, de ne pas pouvoir s'entraîner, une infirmerie pleine. Voilà, c'est quand même un petit peu compliqué. On est sûr qu'ils vont pouvoir retrouver le chemin de la victoire et pourquoi pas déjà vendredi à 20h contre Provence Rugby. Et comme ici on est chauvin d'ailleurs, on cocoricote après la première titularisation de notre Grenoblois du Loup Rugby, Kylian Gérassi, qui a rendu une belle copie pour sa première titularisation, donc avec le 15 de France victorieux contre l'Italie. Du côté du parquet du basket, ça chauffe, ça surchauffe même. Hein. Les basketteuses de la Tranche-Mélan sont en suractivité pour rattraper le temps suspendu par le Covid. Victorieuses mercredi dernier contre Saint-Paul-Rézé, 78-64. Pour le compte de la première journée, elles se sont inclinées d'un petit point rageur samedi en déplacement contre le Centre fédéral, 65-64. Le Grenoble Volley, lui, est en forme et s'impose sur son parquet à Malherbe 3-7-0 contre les Parisiens du PUC. Ils sont 6e de leur poule d'élite, les Grenoblois du GVUC, avec 5 matchs en retard. Et Pierre Arnaud est tout content parce qu'on sait que vous aimez bien ce club. Absolument. Voilà. Et on fait une grosse bise à Richard Gou, Absolument. le président du GVUC. Et à Jacques Desportes, qui est le... Et Jacques, bien sûr, le trésorier de l'OMS et très actif. un ex-président historique du GUC. Et très actif avec le mouvement sportif, ce GVUC. La Coupe du Monde de biathlon est repartie et ça commence fort pour Chloé Chevalier, liséroise, qui égale sa meilleure performance individuelle et termine 8e du sprint de Kontiolahti en Finlande. Émilien Jacquelin, le Viardien, a aussi terminé 8e de ces 2 courses, 8e au sprint et 8e à l'individuel. Enfin, Romain Heinrich enchaîne les belles performances avec son compère Lionel Lefebvre, embarqué dans le bob à 2 et il signe une 9e place dimanche, toujours à Sigulda, c'est en Lettonie. Alors Romain Heinrich, comme le dit son nom, est alsacien, mais il est étudiant à l'UGA, hein? Il a été étudiant à l'UGA. Ah, c'est fini? Il est diplômé ingénieur depuis quelques temps et on est ravis pour lui parce que son avenir professionnel est assuré. Exactement, restons chauvins, on le sait. Eh ben, vous avez la parole, on vous la donne, c'est à vous. Et d'abord, d'ailleurs, pardon Anouk, mais la parole est au président de l'OMS, de l'Office municipal des sports. Pierre, je vais vous demander de rebondir sur le contexte actuel. Comment se porte le sport grenoblois dans ce contexte de restrictions qu'on connaît? C'est vrai que c'est un contexte qui est difficile aujourd'hui. Moi, je le dirais, ce contexte entre difficulté et résilience. Difficulté parce que c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté pour les pratiquants, les adultes, que ce soit dans le domaine de la compétition, dans le domaine du loisir, y compris les enfants avec le confinement, les mineurs, puis la possibilité de pratiquer en club. C'est vrai que là, il y a une vraie première difficulté. Bon, on sait que c'est pour tout le monde pareil, mais Grenoble est sacrément actif quand même. Oui, Grenoble est sacrément actif. Les nouvelles mesures vont quand même permettre le 20 km, le 3 heures, c'est bien. Le retour, notamment pour les sports de plein air, va faire quand même une bouée d'oxygène. Ça a déjà fait du bien, il y avait du monde. Il y avait du monde, ça fait une première. Mais c'est vrai que cette pratique a été vraiment en difficulté. Bon, la deuxième difficulté, elle est pour les clubs. À la fois sur la baisse du nombre de licenciés et donc sur le plan financier, parce que c'est vrai que les ressources des clubs, globalement, c'est plus de 60% qui viennent des adhérents. Vous diminuez les adhérents,
vous avez quelques difficultés. Mais je crois qu'il y a une deuxième difficulté qu'on mesure moins dans le discours, mais beaucoup dans la réalité, qui est le tissu, le lien social que donnent les clubs et dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'il y a une troisième difficulté qui concerne les éducateurs sportifs. C'est que, alors les salariés, il y a encore le chômage partiel, mais il y a beaucoup d'indépendants, d'auto-entrepreneurs aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a là un fond sur lequel il faut s'adapter. Alors après, quand je parle de résilience, notamment des clubs, c'est que ça a produit un formidable élan des clubs pour trouver d'autres solutions, pour maintenir et faire vivre la pratique. On parlait du GVUC tout à l'heure, ils ont inventé des défis. Il y a des clubs qui ont inventé de la visio, qui ont inventé des vidéos, qui ont inventé des fiches à envoyer à leurs athlètes. Même les brûleurs de loups se sont inventés un petit challenge, une petite cup à eux. Voilà. Et aussi, ils sont inventés le faire vivre ensemble. Par exemple, il y a beaucoup de clubs qui ont développé des défis culinaires, des défis de dessin, des débats, des lectures. Donc, il faut vivre, quoi. Il faut vivre, voilà, il faut vivre. Et je pense que la situation invite à dépasser ça et à trouver les solutions pour que on puisse repartir et qu'on continue d'abord et qu'ensuite on puisse repartir dans les meilleures conditions. Ça, c'est le contexte de crise sanitaire qu'on connaît et les mesures de confinement et de restrictions par rapport aux équipements sportifs, aux pratiques même de plein air. Mais avant, on vous avait rencontré au forum de l'OMS. C'est là-bas qu'on va s'inscrire. C'est là-bas qu'on va aussi se motiver, découvrir des disciplines. Est-ce que, comme la plupart des disciplines en France, vous aussi, vous avez souffert d'une baisse assez significative des licences et des inscriptions? Alors, je crois que là, il faut avoir une lecture un peu différenciée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux cas de figure. Il y a jeunes adultes et il y a sport d'extérieur, sport d'intérieur. Quand on est sur les sports d'extérieur, il n'y en a pas moins, voire même à des endroits plus. Le rugby a bien marché, je crois. Le rugby a bien marché, l'aviron a bien marché, le tennis a bien marché. Bon, par contre, quand on est sur les sports d'intérieur, et en plus, dans les sports d'intérieur, dans les sports de combat, de contact, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Et puis après, il y a le distinguo jeune adulte. Là, il y a des clubs, je pense notamment à la boxe française, à Grenoble, une centaine de licenciés adhérents, adultes, 25 aujourd'hui, tout juste 25. Donc c'est vrai qu'il y a des pertes. Donc la distinction, elle est plutôt là-dessus. La situation n'est pas égale. Ça dépend des clubs et ça dépend des sports. Et vous, à l'OMS, vous maintenez coûte que coûte votre activité, vous tentez d'animer ce mouvement sportif? Nous, notre rôle à l'OMS, je dirais qu'il est là, en l'occurrence, il a été de 3 ordres. Le premier ordre qui a été important, ça a été de diffuser de l'information sur toutes ces questions de restrictions, d'interdiction, d'autorisation. Le premier confinement, c'est plus de 1000 mails qu'on a traités avec les clubs pour travailler. Il y a eu aussi un deuxième rôle qui a été important, c'est de recenser les aides. Parce que c'est vrai que dans ce cadre-là, depuis la commune jusqu'à l'État, en passant par la métro, le département, la région, sauf que les clubs, ils n'ont pas l'habitude de manipuler ça. Et notre rôle, ça a été un peu de synthétiser, de dire, de montrer. Un appui administratif, on va dire. Voilà, oui, un appui qui dit on peut, et il y a des endroits où vous pouvez aller chercher, vous pouvez récupérer. Et puis, je crois qu'il y a une troisième aide qui a été là, plus en direction de la pratique. On a sollicité nos clubs pour qu'ils fassent des vidéos, qui ont été mises d'ailleurs sur le site de la ville. Petite vidéo d'1 quart d'heure, bougez chez vous, notamment dans le premier confinement, et qu'on a réactivé dans le deuxième confinement. Donc, je crois qu'on joue ce rôle d'interface, de dynamisation, de simplement en parler, de recevoir et de pouvoir diffuser, orienter, ce qui est le rôle essentiel quand même et premier de cette belle structure. Anouk, elles ont fermé les salles d'escalade? Elles ont fermé pendant un long moment. Mais oui, c'est vrai que toutes les personnes qui pratiquent en loisir et qui n'ont pas la chance, comme nous, sportifs de haut niveau, d'avoir accès à ces structures, c'est compliqué pour eux. Après, il faut savoir être créatif et inventif pour se dépenser d'une autre manière. Et puis, la situation devrait s'améliorer. Et puis, j'espère que les choses reviendront à la normale. Alors, c'est sûr, assez mais rapidement. Pour les petits qui n'ont pas pu s'entraîner, ceux qui commencent tout juste, il y a vraiment des petites passions qui naissent. C'est vrai que pour la relève, c'est pas facile. Oui, c'est sûr, c'est pas évident, mais je pense pas que ce soit problématique dans une optique à long terme, et que dès que ça réouvrira, les gens auront d'autant plus d'envie, de motivation et d'entrain pour retourner au sport. Ah oui, ça sera encore mieux. On va reprendre l'ascenseur émotionnel, d'accord, Anouk. Alors, on en parlait en ouverture. Alors, ça commence en bas avec la non-qualification pour les JO de Tokyo. Les premiers Jeux de l'escalade olympique à pas grand-chose. Ça a été un gros coup dur, hein.
Oui, c'était lors des championnats du monde, du coup, fin de l'été 2019, où je finis 11e et c'était sélectif jusqu'à la 10e, donc forcément beaucoup de déceptions sur le moment. Surtout que vous vous étiez dit, ça sera peut-être ma seule occasion de participer aux Jeux ? Non, alors on avait trois compétitions identifiées pour se qualifier. Donc derrière, on avait un tournoi de qualification, mais en fait, il y a eu beaucoup de rebondissements. Je vais passer les détails, mais j'étais pas sûre de pouvoir participer à toutes les compétitions. Donc c'est vrai que ça a été une grosse déception. Après, c'était loin d'être fichu pour moi. Donc tout de suite, j'ai rebasculé vers l'entraînement et ce que j'avais appris de ces championnats du monde et à modifier pour les futures échéances. Et puis le confinement est arrivé, le confinement du 16 mars. Et là, badaboum, ça arrange rien, j'imagine. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir, on reste comme tout le monde à la maison. Oui, justement, normalement, on devait avoir les championnats d'Europe combinés sélectifs pour les JO début mars. Donc on a appris une semaine avant de partir que ça n'aurait pas lieu. Donc confiné à la maison, sans mur d'escalade, sans rien. Donc encore une fois, il faut s'adapter. Moi, j'avais la chance d'être à l'extérieur et d'avoir pas mal d'espace pour imaginer plein d'exercices, que ce soit sur de la préparation physique, sur de la visualisation ou plein de choses comme ça. On se projette, quoi, c'est ça? Oui, évidemment. On va pas dire, mince, je suis coincée chez moi, je reste là, je fais plus rien, quoi. Ah, il y a un moment quand même, hein. ça doit tourner un peu. Sauf que finalement, il s'est passé quand même quelques semaines, 4-5 semaines peut-être, jusqu'à une grande nouvelle. Ça y est, ça arrive au mois d'avril, sans rien faire. Vous êtes qualifié pour les JO. Sans rien faire. Bon, c'est quand même ce que j'avais fait avant qui a compté. Hein. Oui, c'était ce qu'il y avait avant. Mais là, tout d'un coup, la nouvelle, elle est arrivée avec une baguette magique. Oui, bien sûr. Du coup, c'est la place que le CIO devait remettre à un et une athlète qui a été distribuée donc, fin avril. Et donc là, ils ont fait le choix de l'attribuer sur l'athlète masculin et l'athlète masculine suivant sur le résultat du championnat du monde. Et donc, j'étais la première à attendre sur la liste. Donc forcément, ça a été un gros soulagement. Et ça fait très plaisir de savoir au final que tout l'investissement que j'avais mis en place depuis 2 ans et demi, 3 ans, que pour les JO, ça devenait concret et que j'allais réellement faire la compète, quoi. Ouais, et puis la première compète aussi, olympique pour l'escalade. On sait que là, c'était vraiment c'était une grosse nouvelle, sauf que, vous le savez, les Jeux olympiques n'ont pas eu lieu. Alors là, c'est une douche froide aussi, on s'en doutait, ça pendait au nez quand même. Mais... Oui. Au final, en fait, moi, j'ai appris le report des Jeux avant d'apprendre ma sélection. Donc, au moment où j'étais qualifiée, je savais que ce serait pour 2021. Voilà, elle reste acquise, cette qualif. Oui, bien sûr. Tous les athlètes déjà qualifiés, ça n'a pas changé. Ils n'ont pas refait de compétition. Et du coup, là encore, il faut voir tout le côté positif. Ça fait une année supplémentaire d'entraînement. Donc, moi, tout de suite, j'ai vu toutes les choses que j'allais pouvoir travailler. Entre 2 mois jusqu'à août ou 1 an et 2 mois, forcément, on voit plein d'opportunités de progression. Donc c'était du bonus, c'est ça, c'était plus. Oui, en tout cas pour moi, oui, c'était plutôt positif qu'il y ait un an supplémentaire. Alors après, ça a quand même changé mes plans au niveau scolaire, universitaire. Parce que j'avais prévu de faire ma dernière année de kiné, la rentrée en septembre, et de finir mon cursus au mois de juin. Donc évidemment, les deux sont difficilement compatibles. Donc j'ai dû aussi décaler cette année scolaire, quoi. Comme d'autres, peut-être des sportifs un peu plus âgés qui comptaient aussi arrêter et qui doivent, eux... revoir un petit peu leur perspective et rester bien motivés pendant 1 an encore. On croise les doigts, mais normalement, ils vont avoir lieu, ces JO, bien sûr. Mais ça, c'était avant. Nouveau coup dur. C'est une douleur à la cheville qui est persistante et puis qui a complètement révisé vos plans à court terme, on va dire. Un ligament était rompu, c'est ça, et un autre complètement distendu. Oui, c'est ça. Du coup, sortie de confinement, toute contente, comme je le disais, prête à m'entraîner à fond, à mettre plein de choses en place pour progresser. Et au final, j'ai vite été freinée par une douleur à la cheville qui a traîné malgré les traitements qu'on a essayé de mettre en place. Et donc, j'ai fini par consulter un chirurgien et l'option de l'opération a finalement été la meilleure et la plus viable à long terme parce que moi, je ne me voyais pas... arriver au jeu 1 an après avec une cheville sur laquelle je pouvais compter à moitié. Donc je préférais, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, perdre du temps au début avec les mobilisations et toute la rééducation.
et après avoir une cheville sur laquelle je puisse compter à 100%, plutôt que d'avoir quelque chose qui marche à moitié. Et puis je dis bien, entre guillemets, perdre du temps, parce qu'au final, on a pu travailler d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Moi, mon gros point fort qu'on avait décidé d'accentuer, c'était plutôt sur les jambes et sur la vitesse. Donc la préparation physique devait s'orienter principalement là-dessus. Là, évidemment, avec le plâtre et les béquilles, c'était compliqué. Mais on a fait toute une préparation sur le haut du corps, les bras, le gainage, les doigts aussi. On n'aurait certainement pas eu le temps d'en faire autant, et je pense que ça va être très bénéfique pour la suite. Donc, voilà, c'est juste un changement de programme finalement. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire en tant qu'étudiante kiné. Vous saviez aussi ces enjeux de cette opération. C'est 6 mois, hein, c'est ça, 6 mois d'indisponibilité à 100% en tout cas. Oui, c'est en tout cas le délai que m'avait annoncé le chirurgien dès le départ. Alors forcément, au début, ça fait bizarre de dire les JO sont dans un an, je compte moins 6 mois, mais en fait ça fait plus longtemps. C'est ça. Mais c'est le temps qu'il faut pour que la cheville redevienne, on va dire, capable de forcer, parce que sur les 3 disciplines de l'escalade, il y a beaucoup de choses qu'elle doit savoir faire. Donc voilà, il faut être patient et gérer la charge. Là, on avance vraiment au rythme de ma cheville, c'est-à-dire on essaye de mettre en place un exercice, ça se passe bien, on essaye d'augmenter, ça se passe pas bien, on lève un petit peu le pied, etc. Donc, voilà. En tout cas, pas besoin de se remotiver si proche du but. Là, votre but maintenant, c'est d'être prêt le jour J. Donc, vous avez justement toute une échelle de motivation qui est bien programmée. Oui, de toute façon, ça fait plusieurs années que c'est mon seul objectif, quasiment, les JO. Donc, il n'y a aucune raison que la motivation diminue. Hein. Même pas un petit Paris 2024, Pôle Bonus, non hein. Non, pour l'instant, je ne l'envisage pas. Peut-être derrière, différemment, voilà, pas. À la maison, à domicile. Est-ce qu'on se recentre justement sur ces études dans ces cas-là, quand on est empêché, justement ? Là, c'est vrai qu'avec le confinement, plus quand je pouvais pas m'entraîner complètement, j'avais plus de temps libre. Et donc là, cette année, j'ai pas allé à l'école, mais je travaille sur mon mémoire que je vais présenter là fin juin. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire, plein d'articles à lire, de recherches à faire. Donc c'est depuis l'ordinateur. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de bouger, pas grand-chose. Mais du coup, ça m'occupe bien. Et ça va la cheville, ça y est, c'est reparti, doucement ? Oui, tous les curseurs sont en train de remonter dans le bon sens, donc tout va bien et on gère encore la charge pour que ça aille au mieux et pour être prête pour les JO. Avec la préparation mentale aussi. On sait que ça c'est important. Ils sont bien préparés quand même, vos étudiants, hein, Philippe ? Ils sont bien préparés. Alors, je suis très content pour Anouk pour cette qualification aux Jeux Olympiques, mais quitte à faire sourire un peu, je suis aussi très content parce que tu vas être diplômé. Donc, notre objectif de formation, nous, va être atteint et ça te permettra, quand tu le souhaiteras, de pouvoir passer à une deuxième vie. Donc, c'est super. Comment est-ce qu'elle s'est organisée, l'UGA, en cette période complètement inattendue pour ces sportifs de haut niveau ? Alors, globalement, elle s'est réorganisée en tenant compte des contraintes sanitaires. Pour les étudiants sportifs de haut niveau, paradoxalement, ça a peut-être été un petit peu plus facile parce qu'on a développé des enseignements hybrides dans un certain nombre de formations. Et notamment, on l'a vu sur le premier confinement, ça a été l'occasion pour certains, avec un peu moins de charge sportive, de pouvoir travailler un petit peu plus sur des supports à distance en visioconférence. Donc, quelques-uns ont pu avancer un petit peu plus. Alors voilà, si on essaie de voir le côté positif, il peut être là aussi. Et quelle est la politique de l'UGA pour ces sportifs de haut niveau globalement, sortis du contexte ? Cette population, elle est comme n'importe quelle population de public empêché. Ces étudiants ont le droit aussi de pouvoir poursuivre des études en parallèle à leur carrière sportive. Donc, on essaye de s'organiser au mieux pour le faire. Et du coup, notre université est sans doute assez innovante sur un certain nombre de dispositifs. Et elle a su s'organiser pour répondre aux contraintes de ces sportifs et leur permettre d'avoir à la fois une formation universitaire et en même temps une réussite sportive qui n'est pas entravée. Avec des résultats qui cartonnent. Alors, je vais vous raconter ma vie, mais déjà, il y a une petite paire d'années, quand j'étais étudiante. Il y avait des papiers partout, des affiches, vraiment. Alors, il y avait l'UPMF, il y avait aussi Joseph Fourier. C'était toujours les universités les plus sportives de France. Alors, en termes de licenciés, en termes de résultats, en termes de tout ça à la fois ? Alors on a une université qui est très dynamique avec l'ensemble des étudiants sur la pratique sportive et pour les étudiants SHN qui a été assez innovante. Notamment, on a été sans doute une des premières universités à raisonner beaucoup par le projet, non pas par l'aménagement.
quelle filière d'études pour arriver à quel secteur de métier. Il ne faut pas se brider. Donc le projet d'Anouk, qui est un beau projet. Être kinésithérapeute et qualifié aux Jeux Olympiques, c'est un projet ambitieux, mais on essaye d'en accompagner beaucoup. La deuxième chose, c'est qu'une fois que l'étudiant rentre chez nous, on renverse le mode de raisonnement. Ce n'est pas nous qui imposons les contraintes d'études. On se met en contact avec le milieu sportif. Et c'est le milieu sportif qui nous donne ces contraintes et on aménage autour autant qu'on peut, de manière à ne pas gêner l'athlète dans sa préparation. Donc ça veut dire qu'un athlète, même s'il est bien suivi par son club, mais qui n'a pas vraiment la possibilité de suivre ses études, avec le contexte sanitaire qu'on a connu, s'il veut reprendre un cursus, même s'il n'a pas le bac, il y a toujours une solution pour lui. Alors s'il n'y a pas le bac, il y a d'autres possibilités, parce que pour entrer à l'université, il faut un diplôme équivalent au bac. Mais voilà, il y a des capacités universités de formation plus professionnalisante. D'ailleurs, Pierre est au courant de ces formations. Mais il y a toujours une possibilité de se former. Pierre, avec l'importance aussi de se former, parce qu'une carrière, elle n'a qu'un temps. Je crois que Anouk a bien résumé la situation tout à l'heure, c'est-à-dire que vouloir faire des études, du sport à très haut niveau, c'est chronophage. Il y a des choix à faire, c'est des fois contradictoire, et en même temps, on ne peut pas l'enlever d'une réussite scolaire et sociale. Et je pense qu'on a à s'organiser, parce qu'on ne doit pas leurrer ces jeunes qui doivent se réaliser, mais en même temps, il faut qu'ils réalisent leur après-carrière qui commence pendant la carrière. Donc là, je pense qu'entre le dispositif de section sportive dans le second degré, et puis l'université, ce qu'elle fait, parce que ce que fait l'UGA est vraiment remarquable, quoi. Enfin, remarquable au sens où en France, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça se fait. Eh bien, il faut qu'on aide ces gens-là à réussir. Moi, je dis ce triple projet parce qu'il y a la question de l'insertion sociale derrière, l'insertion professionnelle. Absolument, absolument. Et c'est vrai, on a vu Maurice Magnifica tout à l'heure sur les images. Vous avez beaucoup de disciplines, vous avez beaucoup d'athlètes. Combien ? 585 étudiants sportifs de haut niveau. On est l'établissement qui en accueille le plus en France. Donc oui, c'est très important. Sur une quarantaine de disciplines. Et moi, je me souviens toujours avoir l'exemple quand j'étais à la fac de droit, de voir... Je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de lui. Benoît Bachelet, qu'on allait applaudir avec les Brûleurs de Loup, qui était même en équipe de France aussi, capitaine des Brûleurs de Loup, qui était déjà enseignant à la faculté de droit, DEA, et puis une thèse, et qui aujourd'hui est magistrat. Et grand magistrat, d'ailleurs. Donc, il y a des exemples d'une vie équilibrée, familiale, au niveau des études, du sport. Donc tout arrive si on s'en donne les moyens. Oui, après c'est une satisfaction parce que comme le disait Pierre, on ne travaille pas tout seul. C'est la force du réseau sur le territoire grenoblois. C'est-à-dire que le milieu académique discute avec le milieu sportif et discute avec l'État pour trouver les meilleures solutions pour ces sportifs. Donc la clé, elle est aussi dans le travail collectif. On a moins de 30 secondes pour parler du Téléthon, Pierre. Allez, on y va. Cette année, c'est pas dehors. Enfin, si, c'est dehors, mais c'est pas festif. En tous les cas, c'est pas en présentiel. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un téléthon particulier. C'est une histoire traditionnelle chez nous de dire on va aider ce téléthon. Le mouvement sportif doit se mobiliser, sauf que 1 kilomètre à l'époque, et puis 1 heure, bon maintenant 20 kilomètres et 3 heures. Bon. Donc on dit aux gens, il faut qu'on continue à aider le téléthon. Il faut que le mouvement sportif se mobilise, mais plus largement la population. 2, il faut que vous bougiez. Vous, personnellement, donc vous avez 20 km, vous avez 3 heures, vous allez vous bouger. Et puis 3, comme on est quand même spatialement un peu contraint, eh bien vous allez montrer votre quartier, vous allez montrer votre environnement, vous allez envoyer une photo dans un concours photo sur Facebook, Instagram, de telle manière à ce que derrière il y aura un concours photo. Mais il y a l'idée de à la fois on va soutenir, on va bouger, on va montrer. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir un joli téléthon. Peut-être dire 2 choses, même si on n'a pas beaucoup de temps. La Batoukadi va nous lancer ça, parce que Willy est toujours prêt à nous aider, le samedi à 16h donc, au Parc Paul Mistral. Pour il y aura faire un du Facebook bruit. Live, pour faire du bruit. Et puis après, il faut aller sur le site de l'OMS ou sur Facebook d'ailleurs, omsgrenoble.fr. Et puis vous inscrivez, vous participez. Et puis vous nous aidez et surtout vous aidez le Téléthon parce que tout va au Téléthon. Parce que tout va, et surtout la recherche, on en a besoin et on voit aussi par les temps qui courent à quel point c'est important. Merci Anouk, merci beaucoup Philippe Giroux, Pierre Arnaud, c'est un grand plaisir de vous recevoir, on est obligé de se quitter tout de suite. Merci à vous tous, à très vite. Merci, au revoir.